Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre pourquoi ces fous de physiciens des particules font comme si la vitesse de la lumière valait 1, tout comme bon nombre de constantes fondamentales de la physique. Pour les personnes qui ne sont pas au courant de cette situation considérée comme normale pour les physiciens des particules et horrifiant pour les autres, il faut savoir que dans bon nombre de formules physiques, il y a des constantes fondamentales qui apparaissent. Par exemple, la formule E égale mc2 relie l'énergie et la masse par une constante de proportionnalité. Cette formule signifie par exemple qu'une masse de 1 kg est équivalent à une énergie de masse de 9 fois 10 puissance 16 joules. Comme C est une constante, on ne perd aucune information à parler d'une masse ou d'une énergie de masse. Sachant cela, les physiciens des particules ont l'idée totalement folle de dire que ne perdant pas d'informations, l'énergie et la masse représentent la même chose, et donc 1 kg est exactement égal à 9 fois 10 puissance 16 joules. En le faisant, la constante C disparaît et on obtient l'égalité E est égal à M. Mais cela signifie que l'on a mis C est égal à 1, et c'est de ce procédé dont on va parler aujourd'hui. De la même manière, la formule E est égale à h bar oméga relie l'énergie avec la pulsation, qui correspond à un facteur 2π près à la fréquence. Et donc la constante réduite de Planck ne joue ici que un rôle de constante de proportionnalité. On le place égal à 1, et on obtient l'égalité de conversion, 1 seconde est égale à 10 puissance moins 34 joules moins 1. De la même manière, nous avons la formule E est égal à h bar c k, avec k représentant un facteur 2π près l'inverse de la longueur d'onde. Cette égalité donne 1 mètre est égal à 3 fois 10 puissance moins 26 joules moins 1. On a aussi la formule E est égal à kBT, reliant l'énergie à la température grâce à la constante de Boltzmann. La conversion pour cette formule est 1 Kelvin est égal à 10 puissance 23 joules, et dans ce cas on impose kB est égal à 1. En électromagnétisme, on a une constante qui apparaît, c'est la constante diélectrique du vide. En physique des particules, on la place aussi est égale à 1. Et la dernière constante fondamentale qui peut être placée à 1 est la constante gravitationnelle G. Mais elle n'est pas utilisée en physique des particules, ce n'est qu'en relativité générale ou gravité quantique que l'on place G est égal à 1. Maintenant que cela a été dit, comment le justifier? Lorsque j'étais en première année de master, mon enseignant de relativité générale avait essayé de nous justifier qu'il est naturel de mettre les constantes fondamentales de la physique égales à 1, car sinon ce ne seraient pas vraiment des constantes, car elles changeraient suivant l'unité. Cet argument ne me semble pas recevable, car ce n'est pas parce que l'écriture change que la valeur change. Ici, ce n'est pas parce que la vitesse de la lumière vaut à peu près 300 000 si on parle en kilomètres par seconde et 1 si on parle en années-lumière par an que la valeur change. 300 000 et 1 étant différents, on pourrait dire que la vitesse de la lumière a varié, mais si on accepte l'idée disant que si une quantité change de forme, alors c'est qu'elle a changé, alors nous devrions considérer que pi qui vaut 3,14159 et ainsi de suite en base 10 n'est pas une constante, car si on l'écrit en base 7, elle vaut 3,066365 et ainsi de suite. Sa forme change, mais cela représente la même quantité. Cela est dû au fait que nous utilisons un langage pour parler du nombre qui lui est abstrait. C'est la dégénérescence du langage qui semble impliquer que l'objet n'est pas constant. Mais en disant cela, on n'a pas décrit l'objet, mais le langage. Une manière plus usuelle de justifier l'égalité des constantes fondamentales à 1 est proche mais plus subtile. Il s'agit de dire que les valeurs numériques devant l'unité de ces constantes dépendent du système d'unité. Et donc on peut changer le système d'unité pour que dans ce système d'unité, elles valent 1. Ce système d'unité est appelé unité naturelle. Dans la mesure où il existe 5 grandeurs couramment utilisées en physique, longueur, temps, masse, température, intensité électrique, et qu'il existe 5 constantes fondamentales indépendantes, C, h bar, G, Kb, epsilon 0, il est tout à fait possible de choisir un système d'unités où les constantes fondamentales valent 1. Le problème peut se réécrire comme une équation linéaire de dimension 5. On obtient ce que l'on appelle les unités de Planck. Lp est égal à 9 fois 10 puissance moins 36 mètres, Tp est égal à 3 fois 10 puissance moins 44 secondes, Mp est égal à 4 fois 10 puissance moins 8 kg, Tp est égal à 3 fois 10 puissance 32 Kelvin, et I0 est égal à 2 fois 10 puissance moins 34 ampères. Cette méthode peut paraître parfaitement satisfaisante, mais finalement non, car dans ce système d'unités, les constantes fondamentales valent bien 1, mais avec unité, ce qui fait que l'on ne peut pas les retirer. Par exemple, supposons que je parle d'une longueur en unité du système international, c'est-à-dire en mètres, et que ma longueur est L est égale à 1 mètre. Dans ce cas, si j'ai une vitesse moyenne du type V est égal à L sur T, alors puisque ma longueur est de 1 dans mon système d'unité, alors je pourrais la retirer et avoir V est égal à 1 sur T. Mais je n'ai pas le droit de le faire, car une vitesse de 25 mètres par seconde
n'est pas la même chose qu'une fréquence de 25 Hz. Un autre exemple est que 1 mètre carré n'est pas la même chose que 1 mètre. L'unité compte. Donc même si en unité naturelle la vitesse vaut 1, l'unité apportant de l'information, je dois la garder. Donc cette méthode ne permet pas de justifier de mettre les constantes fondamentales égales à 1 sans unité. Une troisième proposition de justification consiste à dire qu'en toute rigueur, on n'a pas le droit de le faire. Mais si on enlève les constantes fondamentales pour faire les calculs, alors on se simplifie grandement la tâche. Et à la fin, si on sait quelle est la grandeur, alors on peut multiplier le résultat final par cette grandeur construite via les constantes fondamentales. Par exemple, si mon résultat est une énergie, alors je vais multiplier par la masse de Planck fois la vitesse de la lumière au carré, par exemple. Cette justification me semble étrange, dans la mesure où elle nous dit que la procédure est illicite, mais en même temps qu'elle redonne le bon résultat. Ce qui donne envie de se dire qu'il doit exister une manière convenable de justifier le fait de retirer les constantes fondamentales. La manière la plus rigoureuse sans remettre en question ce que l'on pense du monde physique correspond à expliquer cette procédure d'éliminer les constantes fondamentales, pas en les mettant égales à 1, mais en redéfinissant les grandeurs. Par exemple, si en physique des particules, on veut tout parler en énergie, alors la formule E est égale à mc² peut se réécrire E est égal à m', avec m' correspondant à mc². On redéfinit toutes les masses de la sorte pour faire disparaître C. En faisant pareil pour les longueurs et les durées, la constante h bar disparaîtra des formules. Et on peut faire cette procédure pour faire disparaître les autres constantes fondamentales. On voit que l'on ne fait rien de magique. On choisit de redéfinir les grandeurs pour travailler de manière adimensionnée, comme disent les informaticiens. Enfin, pas exactement en physique des particules, mais on pourrait totalement le faire en prenant en compte la constante gravitationnelle. Les informaticiens font cette procédure car pour un ordinateur, l'utilisation de nombres sans dimension est facile, mais les dimensions plus difficiles à traiter. Donc supposons que je calcule une masse via m'. Elle sera en unité d'énergie, mais en utilisant le lien m' est égal à mc², je peux calculer m en unité de masse. On comprend que l'on ne perd aucune information par cette procédure. Finalement, j'ai utilisé ce que certains appellent la méthode du parapluie. Si je suis chez moi et que je veux aller chercher mon courrier sans me mouiller, alors j'ouvre mon parapluie, je sors chercher mon courrier, je rentre, puis je referme mon parapluie. Grâce à l'utilisation intermédiaire du parapluie, j'ai pu passer de l'état à l'intérieur sans courrier à l'intérieur avec courrier sans me mouiller. Ici, j'ai pu passer d'un problème dimensionné à résoudre à ce problème dimensionné résolu en passant par un état intermédiaire sans dimension pour simplifier les calculs, mais de manière parfaitement cohérente. La confusion avec cette technique tient du fait que nous n'avons pas envie d'utiliser des primes en permanence. Donc on choisit généralement de ne pas mettre les primes pour simplifier l'écriture. Mais en se disant que tant que l'on sait ce que l'on fait, alors on peut le faire. Mais dans ce cas, la formule f' est égale à mc². Si on retire le prime pour simplifier l'écriture, on obtient m est égal à mc², ce qui semble indiquer que c est égal à 1. Ce qui est faux, car le m de gauche et le m de droite ne représentent pas la même chose. C'est quelque chose qui peut porter à confusion, donc c'est pourquoi ce n'est pas une méthode que l'on va utiliser dans les petites classes, mais uniquement entre chercheurs à l'aise avec ces notions. Cette manière de résolution me semble parfaitement convaincante. Cependant, j'aimerais poursuivre en essayant de prendre au sérieux l'égalité des constantes fondamentales égales à 1, car on peut en retirer des réflexions intéressantes. Souvent, les physiciens adeptes de cette technique de mettre les constantes fondamentales égales à 1 la justifient en disant que les grandeurs physiques ne sont que des conventions liées à notre condition biologique, mais que le fait que les constantes de la physique puissent se mettre égales à 1 signifie que physiquement, il n'y a pas de différence entre une masse et une énergie par exemple. Les deux sont la même chose. De la même manière qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre des euros et des dollars, il y a un facteur multiplicatif entre les deux que l'on appelle facteur de conversion, mais ils représentent la même chose. De la même manière, les constantes fondamentales ne seraient que des facteurs de conversion sans unité. L'impression de la différence entre les grandeurs physiques résulterait de notre condition et non du monde physique. En physique des particules, il n'y a pas d'effet gravitationnel, donc la constante gravitationnelle n'apparaît pas, ce qui fait que dans ce cas, il reste toujours une grandeur qui est généralement choisie pour être l'énergie. Donc toutes les grandeurs peuvent se donner en puissance de l'énergie, ce qui donne envie de dire que tout est énergie. Cependant, j'analyserai différemment le fait qu'en physique des particules, tout peut se mettre dans une seule grandeur. Il se trouve qu'expérimentalement, nous ne savons faire que deux choses, mesurer des longueurs et compter. Cette information peut vous sembler totalement fausse. Par exemple, il est possible de mesurer des masses. Mais ce que nous faisons pour mesurer une masse est de mesurer la distance de contraction du plateau, et on utilise cette longueur plus notre connaissance théorique des phénomènes gravitationnels pour en déduire la masse. De la même manière, pour mesurer une température avec un thermomètre,
Expérimentalement, on ne fait rien d'autre que de mesurer la longueur de Mercure. Et pour toutes les mesures utilisant l'électronique, on utilise une bobine qui crée de l'intensité électrique en lien avec le phénomène à mesurer, puis cette bobine déplace un aimant et c'est le déplacement de cet aimant que l'on mesure. Mais comme je l'ai dit précédemment, en plus de mesurer des distances, on peut aussi compter, ce qui permet de mesurer des durées grâce à une montre par exemple. Aussi incroyable que cela puisse paraître, expérimentalement, nous ne savons que compter et mesurer des distances. Il s'ensuit que la physique, étant une science de la nature, ne devrait pas être basée sur l'énergie mais sur la longueur. Avec cette réflexion, il n'y a rien d'étonnant avec le fait qu'en physique des particules, tout se rapporte à une grandeur, si on se rend compte que nous ne pouvons mesurer qu'une seule grandeur, la longueur, qui est donc la grandeur la plus importante de la physique. Cependant, tout ce que je viens de dire s'effondre si on se rend compte que l'on a oublié de prendre en compte les effets gravitationnels, et qu'en ajoutant la constante gravitationnelle, alors il n'y aurait plus de grandeur libre, et donc bien qu'on puisse mesurer des longueurs, notre théorie nous décrirait un monde sans grandeur, ce qui paraît incohérent. Une première manière de régler cela est de dire que l'on vient de déterminer la cause empêchant la création d'une théorie de gravité quantique. Mais cela est une erreur d'analyse, car bien que l'on ne dispose pas aujourd'hui d'une théorie quantique de la gravité, on est capable de décrire des effets quantiques dans des espaces-temps classiques, ce qui fait que l'on peut faire de la physique des particules sur espace courbe. Pour aller plus loin, parlons de l'entropie d'un trou noir. S est égal à A fois KBC à la puissance 3 divisé par 4H bar G. Donc les constantes fondamentales permettent de faire un lien entre une surface, qui peut se mesurer via des longueurs, et une entropie. Pour continuer, parlons un peu de l'entropie. Une modélisation mathématique de l'entropie correspond à l'entropie de Shannon, qui est une fonction mathématique qui, intuitivement, correspond à la quantité d'informations contenues dans une source d'information. Donc sans rentrer dans les détails, l'entropie fait un lien avec la quantité d'informations. Donc il est possible de faire un lien entre une longueur au carré et de l'information. Ce qui fait que tout ce que l'on donnait initialement en unité de longueur peut se donner en unité d'information. En informatique, on le fait en bits. Et je trouve ce résultat extrêmement intéressant avec notre démarche de compréhension de la possibilité de mettre les constantes fondamentales égales à 1. Une manière extrêmement naturelle de concevoir cela est de se rendre compte que lorsque l'on mesure une distance, finalement nos yeux captent une image qui est traitée par notre cerveau, mais tout cela correspond à de l'information. Tout ce que l'on peut savoir du monde est de l'information. L'erreur serait de penser que le monde est tel que la physique nous le décrit. Ce n'est pas le monde entier qui est tel que la physique nous le décrit, mais la partie du monde qui nous est accessible, qui peut l'être. Autrement dit, lorsque je dis qu'une manière d'analyser ce que nous avons dit dans cette vidéo est que tout ce qui est décrit en physique est équivalent à de l'information, je ne dis pas que tout ce qui est physique est de l'information. Mais je dis que ce que l'on peut traiter est de l'information, ce qui est même une tautologie. Notre compréhension du monde est limitée par notre capacité à appréhender le monde. Mais il ne faut pas croire que le monde a certaines limites précises parce que nos représentations ont ces limites. Je tiens à ajouter que ce que je dis n'est pas une démarche anti-science. Ce n'est pas un relativisme naïf disant que tout se vaut, mais une modestie disant que le monde physique peut être plus compliqué que ce que l'on en perçoit. Pour conclure, nous avons vu dans cette vidéo pourquoi il y a un sens à mettre les constantes de la physique égales à 1. Je vous laisse y réfléchir avec les pistes de réflexion que je vous ai apportées, car c'est un sujet intéressant qui mérite d'être intériorisé par la réflexion.